Bonjour à tous. Salut Salut, Pablo. salut à tous. Salut tout le monde. On va faire un petit débrief sur cette première semaine de débat à l'Assemblée nationale qui donc précède la grande manif de demain que tout le monde s'attend à voir comme une manifestation absolument historique. On va en parler 2 minutes. Mais là, dans un premier temps, on avait envie de parler ensemble des thèmes qui sont apparus dans le débat parce qu'il y a des choses nouvelles qui se sont dites cette semaine qui nous semblent intéressantes de décortiquer, d'analyser avec vous dans cette discussion qui maintenant prend un tour plus politique, je dirais, avec cette discussion à l'Assemblée nationale. Donc, je sais pas. Vas-y, commence, Je commence. commence, Ouais. voilà. Bon, moi, ce qui m'est apparu, c'est que c'était déjà assez présent dans la bouche d'un certain nombre de dirigeants syndicalistes, voire Pompili, voire Touraine, qui l'avait également dit, c'est que les conséquences politiques d'une adoption en force, voire d'une adoption tout court, de cette réforme contre l'avis de l'opinion publique, les conséquences politiques que ça pourrait avoir, vraiment, ça devient un peu lancinant et ça devient une vraie question auprès des députés de la De droite Macronie, ouais, mais et de LR. oui, mais qui n'ont pas l'intention quand même de filer les clés à Marine Le Pen. Ça commence à être un élément qui ronge, c'est-à-dire que tout ça pour, si la conséquence c'est la déstabilisation très très profonde de notre pays, de ses institutions, de sa place internationale, de sa cohésion. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Moi, j'ai l'impression que ça a fait partie des éléments politiques qui montent dans l'espace politique. C'est pas du tout un argument qui vaut pour les manifestants qui s'y opposent. Ils s'y opposent parce qu'ils sont pas d'accord avec cette réforme. Mais parmi des députés qui seraient éventuellement d'accord avec cette réforme, c'est quelque chose qui commence à tarauder les députés. La deuxième chose Attends, que... peut-être avant, Vas-y, si je tu veux. rajoute quelque chose Vas-y. là-dessus, parce que c'est vrai que on est dans un moment, à cause en fait de cette réforme des retraites, et tout le monde est un peu en train de le sentir, il y a une crise politique qui est en train de voir le jour, avec parfois une perte de repères. Je t'en avais parlé, Catherine, j'étais sur BFM TV, et donc juste avant moi, il y avait Jordan Bardella du Rassemblement national qui a tenu un discours vraiment proprement de syndicaliste. C'était assez choquant et on essayait avec les autres chroniqueurs de l'amener en fait sur ces terrains pour montrer qu'il y avait une différence en fait entre la gauche et ce que proposait l'extrême droite. Et en fait, à chaque fois, il refusait. C'est-à-dire que même les questions de natalité, d'immigration, etc., qui sont pourtant des socles, même lorsqu'il pense à la réforme des retraites, là, tout d'un coup, il en voulait pas. Il voulait pas en parler. Il disait non, non, c'est périphérique. Et puis il revenait à son discours, la retraite à 60 ans, les pauvres travailleurs et les pauvres travailleuses, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, juste après, on a débattu avec Marlène Schiappa. Et là, Marlène Schiappa, donc, qui se présente comme étant de gauche, qui présente Olivier Dussopt et Elisabeth Borne comme étant des personnalités de gauche, même si à chaque fois on lui dit mais non, vous pouvez pas dire ça. Elle le réaffirme à chaque fois. En face d'elle, il y avait donc moi et Charles Consigny qui est DLR, et Charles Consigny a commencé à prendre Marlène Schiappa sur sa gauche, à tel point qu'au bout d'un moment, Marlène Schiappa était obligée de lui dire « mais vous êtes un marxiste, Charles ». Et ce à quoi Charles, qui prenait quand même des arguments chez François Ruffin, il a pris comme exemple une salariée de chez Leclerc qui gagnait 1100 euros, etc. Enfin, et en fait, de cette soirée, je me suis dit « mais quelqu'un qui regarde BFM, hein, c'est pas grand monde, hein, mais on est sur quelque chose comme 300, 500 000 personnes, mais ne comprend rien à ce qui se passe. C'est-à-dire que il y a tous les totems qui avant faisaient qu'on pouvait comprendre qui était à gauche, ce qu'on défendait, se repérer. Là, tout d'un coup, tout explose et qu'il y a un énorme danger en fait à cette explosion des repères. C'est le désarroi, voire ce dont on parle souvent, le ressentiment. Et donc, Oui, c'est ou vrai que alors on vote comme on va faire ses courses, c'est-à-dire que si c'est plus un cadre idéologique qui vous structure, du coup tu votes pour telle ou telle mesure, quoi. C'est-à-dire que Exactement, ça peut être exactement.
Et c'est un grand danger, et pas pour un corpus idéologique ou une architecture, une proposition structurelle en fait pour la société. Ce qui est très problématique. La deuxième chose que je voulais dire, c'est moi, c'est spécifiquement par rapport au LR, parce que donc j'ai discuté avec des LR et que eux, ils ont quand même un enjeu fort. Et j'ai discuté avec un LR qui était pour la réforme des retraites, qui va voter probablement pour la réforme des retraites. Et il me disait, nous, on a un problème, c'est que en fait, dans un an, il y a les élections européennes et que pour l'instant, franchement, je sais même pas si on va passer la barre des 5%. Ce qui est quand même, la dernière fois, ils étaient pas très loin, donc et s'ils refont le score de la présidentielle, c'est mort. Et comme là, ils sont en train de se coller à Emmanuel Macron, d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire qu'au-delà des gens qui, dans leur circonscription, leur disent allez vous faire voir, vous ne pouvez pas voter cette réforme parce que et nous on revotera pas pour vous, ce qui existe sur les marchés, ils ont énormément de mal à tracter, etc. Et les maires, etc. Stratégiquement, ils se disent mais comment on va faire après pour exister pendant un an jusqu'aux élections européennes, qui sont des élections importantes pour les LR parce que leur réseau en fait européen est quelque chose. Le PPE, c'est quelque chose de très important et sur lequel ils capitalisent même au niveau national. Et donc là, stratégiquement, ben ils sont perdus quoi. Genre ils ont et c'est d'ailleurs il y en a qui commencent à le dire, là il va falloir qu'on assume, qu'on redonne un cadre à ce que c'est que les LR parce que sinon on va se dissoudre ou bien dans l'extrême droite ou bien chez Macron et c'est pas possible. Alors l'autre chose aussi qui moi m'est apparue assez clairement, c'est le discours de Marine Le Pen, dans lequel on voit que précisément c'est pas si clair que ça qu'elle est pour la retraite à 60 ans. Quand on écoute clairement ce qu'elle dit, elle ne dit plus la retraite à 60 ans. Elle dit la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé jeunes. Et puis après, elle se présente, ça m'a paru assez intéressant comme expression, elle dit qu'elle est pour la France des BTS. Donc ça, c'est quand même toute la France, enfin c'est beaucoup dans la jeunesse qui a fait 2 ans après le bac. Et là, elle dit 62 ans. C'est-à-dire que on n'est plus sur la retraite à 60 ans pour tout le monde. On est sur la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé tôt. Donc là, le discours est en train d'évoluer et on se souvient qu'elle était partie sur l'idée qu'il fallait sortir de l'euro et puis que ça lui a coûté cher et que maintenant elle a rangé cette proposition dans sa poche. Et que donc toujours dans sa stratégie d'être LR compatible d'une certaine manière et donc de leur manger la laine sur le dos, là, elle est en train de mettre de l'eau dans son vin et d'avoir un discours, contrairement à Bardella qui apparemment a tenu la ligne 60 ans, elle, à l'Assemblée nationale, dans son discours, elle a dit que c'était 60 ans pour les 16, ceux qui commencent à 16, 17, 18, et après, pour les autres, c'est 62 ans. Et j'ai retenu cette slogan elle n'est pas simplement la représentante des petites retraites, des petits salaires de ceux qui se lèvent tôt, elle parle aussi de la France des BTS, et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui pouvait avoir du sens. Donc, hélas. Voilà. Non, mais je souscris totalement à ce que tu viens de dire, d'autant que le discours qu'elle a tenu, je sais pas comment on appelle ça, le perchoir ou je sais pas quoi, à l'Assemblée nationale, là, enfin, vraiment, moi, je l'ai entendu comme un discours de politique générale, pour le coup, qui, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, lui offre un cadre structurel, en fait, pour la France de demain. Avec tout ce que nous, on voit d'horrible dans ce qu'elle propose, mais le cadre est là. Et d'ailleurs, contrairement à d'autres... Elle n'a pas dit des choses horribles, précisément. Non, à ce exactement. moment-là, elle n'a pas dit des choses horribles. Elle a développé plutôt une politique nataliste, tu peux trouver que tu n'es pas d'accord ou que tu penses que c'est dérisoire, mais c'est pas horrible. Oui, sauf qu'on sait très bien ce qu'elle sous-entend en fait dans la politique nataliste, c'est on veut surtout pas d'immigration. C'est-à-dire que tu vois, il y a un fondement raciste en fait derrière cette politique nataliste. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, après il y a eu réindustrialisation et augmentation de la productivité. C'est vrai que voilà, on peut pas dire que non. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est que elle a un projet. Dans la critique d'augmentation de la productivité, ce qu'elle dit, c'est que on a développé des emplois qui sont qui ne créent rien, quoi, qui sont des bullshit jobs. Et c'était assez intéressant qu'elle lie tout ça à la question de la retraite, quoi. Non, j'ai trouvé qu'elle avait fait un discours flippant. Flippant pour l'avenir. Oui, flippant parce que elle continue. Et je renvoie encore à Pierre-Yves Camus. Jean-Yves. Jean-Yves Camus. Jean-Yves Camus, donc la Midinale d'il y a maintenant 2 semaines. Je veux dire, il faut regarder l'évolution de Marine Le Pen. C'est une ultra-conservatrice
avec des relents d'éléments d'extrême droite raciste, mais on peut plus simplement l'analyser de cette manière-là. Ça devient un peu plus complexe la façon qu'elle a de se prendre, ce qui ne veut pas dire qu'elle est plus notre amie qu'avant, mais voilà. En tout cas, Bon. c'est le personnage à laquelle nous devons faire face. C'est une personnalité on ne pourra pas s'en tenir avec F comme fasciste et N comme Bon. nazi. Hein. Ça me paraît un peu insuffisant. Alors, le dernier point que tu voulais aborder, j'ai qu'à l'aborder parce que je pose la question maintenant systématiquement à tous les économistes, tous les sociologues que je rencontre. C'est la question de est-ce que et on voit que ça crée aussi des des débats, on va dire, au sein de la gauche politique et syndicale. C'est est-ce que le système de retraite est un outil de répartition des richesses, parce que certains le mettent très en avant et d'autres, comme par exemple j'ai interviewé deux personnes ces derniers jours, Henri Sterdignac, un économiste atterré, et Bernard Friot, qui est sociologue et économiste, et les deux m'ont dit ah pas du tout, ça n'a aucun rapport. Et même ils vont même plus loin, ils disent c'est une erreur en fait que de mélanger ces deux questions, même si en ce moment, effectivement, elle percole. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'injustice profonde parce qu'on voit on voit les dividendes des grands groupes, on voit l'augmentation de la richesse des plus riches, etc. Et donc ça énerve les gens. Et en fait, dans le même temps, en fait, on nous dit en plus vous allez travailler 2 ans. En revanche, le fait que notre système de retraite soit assis strictement sur les cotisations sociales est quelque chose qui est très important et qui est très important pour en fait un certain endroit de la gauche et notamment la gauche communiste. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant qu'il y ait eu une proposition qui a été déposée à l'Assemblée nationale par Pierre Dharréville, donc député communiste des Bouches-du-Rhône, pour supprimer la CSG. C'est-à-dire la contribution sociale généralisée qui abonde en partie les retraites et qui pèse en fait sur à la fois les pensions les plus importantes et sur Et sur le et capital. sur le capital, exactement. Eh bien ça, les communistes y sont opposés pour des raisons en fait, de principe parce que c'est ce que m'a expliqué Bernard Friot, ce que m'ont expliqué Bernard Friot et Henri Sterdignac, c'est que euh, le principe fondamental, c'est que ce salaire continué, comme dit Bernard Friot, qui est la pension, doit être attaché à la personne et il ne doit pas dépendre du niveau de richesse que tu aurais réussi à t'accaparer en gros pendant ton temps de vie. Et le deuxième argument, le deuxième argument important, c'est que le système de sécurité sociale, en fait, il est détaché de l'État, c'est-à-dire que l'argent qui est pris dans les cotisations sociales pour donner aux pensionnés, aux retraités, ne passe pas par le budget de l'État. Contrairement à la CSG qui, elle, passe par le budget de l'État et est renvoyée dans la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il y a une autonomie, finalement, du corps des travailleurs et des travailleuses, qui soient actifs ou qui soient retraités, qui pour des communistes qui, il ne faut pas l'oublier, perçoivent l'État comme étant pas forcément un absolu et une nécessité tout le temps. Il faut pas oublier que Marx, son objectif, non mais c'est vrai, c'est une société sans État et sans classe d'ailleurs, mais sans État. Enfin, c'est-à-dire que et donc ça c'est très important de conserver en fait cette unité là de la classe des travailleurs et des travailleuses sans passer par l'État. Oui, et puis le troisième argument qui plaide dans ce sens, c'est de dire que ce qui produit de la richesse, c'est le travail. Et que le reste n'est pas là. Et que donc fondamentalement, si on veut préserver notre système de richesse, il faut l'installer sur la production de richesse du travail et pas sur la financiarisation, la spéculation et je ne sais quoi qui pourrait être par ailleurs taxé. Et Sterdignac le dit assez bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire avec le budget de l'État. Donc on taxe toutes ces richesses fort bien pour réparer l'école, l'hôpital, la police, la justice, l'armée, les routes, les autoroutes, etc. Il y a de quoi faire. Évidemment, la transition énergétique. Donc, non, mais je trouve ça assez intéressant. Mais tu vois, ce que je me dis, c'est que quand même, c'est assez confus cette discussion et que d'abord, c'est l'héritage de ces années longues
de divorce complet à l'intérieur de la gauche, c'est-à-dire que plus personne ne se parle et que donc comment chacun appréhende le sujet n'est pas débattu. Et puis d'une façon plus générale, c'est qu'en fait, il y a, bon, ça on l'a déjà dit, mais au fond, les soubassements intellectuels, idéologiques qui appuient un projet de gauche, ben, ils sont plus de l'héritage et de la tradition que de la reformulation. Et donc, du coup, bah, on sait à peine pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi elles se sont historiquement passées ainsi et pourquoi on les défendrait ainsi et est-ce qu'il faut encore les défendre ainsi. Tout ça reste assez peu solide. Donc, le dernier truc aussi, moi, que j'ai trouvé comme argument nouveau cette semaine aussi, c'est Laurent Berger qui l'a dit sur France Inter dimanche midi. Il dit on ne peut pas faire cette réforme parce que les enjeux que l'on a devant nous de transformation du monde du travail et du travail pour la révolution écologique sont considérables et qu'on ne peut pas imaginer qu'on va mobiliser tout ce monde si on leur a passé sur le corps après le Covid et qu'on leur passe sur le corps avec la réforme des retraites. Cette mobilisation qui est devant nous du monde du travail ne peut pas se faire après une réforme qui est contraire, qui offense, qui blesse, qui meurtrit profondément les travailleurs. Et j'ai trouvé que c'était une autre façon de dire ce que tout le monde dit, c'est-à-dire que franchement, est-ce que c'était bien nécessaire de faire cette réforme? Ça fait un moment que cet argument vient, mais là, c'est pas simplement est-ce que c'était bien nécessaire, c'est en faisant ça, on obère les chances de mobilisation du monde du travail dans la transition que l'on va avoir à mener. Je vais me permettre une petite critique là, à laquelle je viens de penser par rapport à cette assertion, c'est que je me dis vraiment, Laurent Berger, dans ces cas-là, il pense vraiment comme un socialiste. C'est-à-dire que au lieu de se dire, et d'ailleurs c'est aussi le cas pour la réforme des retraites, au lieu de se dire que cette révolution, on va dire écologique, va être de l'initiative des travailleurs et des travailleuses. En tout cas, c'est la façon dont tu l'as présenté, mais je l'ai aussi entendu comme ça dans sa bouche. Lui, il pense qu'il va falloir, en quelque sorte, l'imposer aux travailleurs. C'est-à-dire un peu comme on impose la réforme des retraites aux travailleurs et aux travailleuses. C'est-à-dire que, pour moi, c'est réfléchir. C'est une réforme difficile. Voilà. Les deux sont des réformes difficiles, tu vois. Et donc, il faut pas trop les forcer à ça. Alors que je pense fondamentalement que si on veut s'engager dans une transition écologique digne de ce nom, il faut pas le faire contre ou avec les travailleurs. Ce sont les travailleurs et les travailleuses qui doivent porter cette transition écologique. Et c'est là que je pense que bon voilà, mais c'est typique en fait de l'endroit où il se situe dans la société à Laurent Berger cette façon de penser et je lui jette pas la pierre. Je suis d'accord. Même si je pense que certes on ne fera d'une certaine manière, ce qu'il dit aussi, c'est que si on veut mobiliser les gens pour penser la transformation de l'outil de production, du travail, de la finalité du travail, il faut encore avoir des gens qui soient mobilisables et qui donc aient encore du désir de participer et qui se sentent reconnus. Donc je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a quand même un argument assez fondamental dans ce qu'il dit, c'est on ne pourra pas mobiliser les gens si on continue de leur écraser le visage. Deuxième, ça nous fait une petite transition vers la deuxième partie de ce débrief. Donc, d'ailleurs, c'est une question que je vais te poser. C'est pourquoi est-ce qu'on fait la deuxième partie de ce débrief sur cette question? C'est hier, Jean-Luc Mélenchon a fait un face à BFM. Donc, il a passé, ça a duré très longtemps. Hein, ça a duré au moins 2h30, 3 heures, ouais. Face aux journalistes de BFM, il a été interrogé principalement sur la question de la réforme des retraites et tout ce qui avait trait à cette réforme, et puis sur quelques autres sujets d'actualité liés à la France insoumise, bien évidemment aussi. Et non, je voulais savoir en fait pourquoi est-ce qu'on devrait en parler? Parce qu'en fait hier, je vais vous faire un rapide résumé de ce qui s'est passé. Résume. Jean-Luc Mélenchon était dès les premiers instants de cette interview très très agressif, vraiment dans une logique de confrontation
avec les journalistes de BFM, qu'il a d'ailleurs assez copieusement insulté, hein, même genre en permanence, un peu tous, avec sur des tons différents, c'est-à-dire que parfois il insultait en rigolant, parfois il insultait pas en rigolant du tout, et il a même fini à la fin, lorsqu'on lui a montré des images de l'allocution de Quatennens à l'Assemblée nationale avec des députés de la France Insoumise qui étaient debout, il a même fini par sortir avant la fin de l'émission, quitter l'émission. Il était hors de lui. Il était hors de lui. Voilà. Du début à la fin, Mélenchon était hors de lui. Mais, donc, la question c'est, est-ce que politiquement, est-ce qu'on a à commenter ça? Parce que c'est ce qu'ils disent. J'ai vu ce qu'écrivent notamment les députés insoumis qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon et qui disent c'est dégueulasse parce que genre le buzz se fait sur quelque chose qui n'est pas de l'ordre du fond, c'est-à-dire de la lutte contre la réforme des retraites. Donc en quoi c'est un fait politique la colère par exemple de Jean-Luc Mélenchon à la télévision? Eh ben moi Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est un monsieur très intelligent qui a un peu d'expérience politique et que s'il est arrivé aussi en colère, c'est pas juste parce qu'il avait mangé du piment avant d'entrer sur le plateau, c'est qu'il avait décidé. Parce qu'il a commencé, mais cette première minute, il a houspillé, harcelé le présentateur télé. Enfin, c'était incroyable. Enfin, moi, j'en étais pas bas, quoi. Je veux dire, enfin, c'est pas possible, quoi. On peut pas parler comme ça. On peut pas se comporter de cette manière. Il a passé son temps à reprocher aux journalistes de ne pas dire ce que lui avait dit, c'est-à-dire en disant, en gros, vous faites pas votre travail et vous êtes des macronistes serveurs de soupe parce que vous dites pas ce que moi, je veux vous dire. Alors les journalistes disent, on vous pose des questions, dites, faites, c'est votre boulot de le dire et nous on n'est pas là pour ça. Et moi, je pense que Mélenchon était très en colère et qu'il a joué la colère parce que ça correspond aussi à l'idée qu'ils se font de ce qui est un peu le mot d'ordre de l'AFI, c'est il faut radicaliser le mouvement. Donc il était dans une attitude radicale, j'envoie chier tout le monde, j'engueule tout le monde, et moi j'ai trouvé ça recouvrait le discours, c'est-à-dire que tu n'entendais plus ce qu'il racontait, tu ne voyais qu'un homme en colère. À un niveau moi je vous recommande d'aller regarder. Moi, je ne l'ai jamais vu. J'ai jamais vu Mélenchon aussi fâché, parce que ça a beaucoup circulé la dernière scène sur Quatennens. Donc moi, j'ai commencé par ça. J'ai regardé dans la nuit. Moi, j'étais pas chez moi hier soir. J'ai regardé en différé et j'ai regardé dans la nuit. J'ai commencé par voir le truc de Quatennens. Je me suis dit, bon, il a pété un boulon sur Quatennens, mais on va y revenir. Ça pouvait être une bulle, parenthèse, une parenthèse. Non, il a été comme ça tout le long. Et moi, je ne crois pas que ce soit parce que, parce qu'il avait la cacarinette. Non, je crois qu'il a décidé d'être dans une stratégie de colère. Et la manière de se comporter, là, encore une fois, là, ce qu'on vient de voir, j'ai vu la jeune Soudé, une jeune femme. Députée Soudé, oui. Députée Soudé, qui était dans un niveau de colère, mais hallucinant, traitant les autres députés de monstres, et puis après pétant complètement un câble physiquement. Thomas Porte, à qui on demande de s'excuser parce qu'il s'est pris en photo avec son écharpe de député, posant son pied sur un ballon à l'effigie Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Donc vraiment une image extrêmement violente, quoi. Et non seulement elle est violente en tant que telle, mais quand vous le faites avec l'écharpe et que vous la mettez sur votre réseau social, enfin sur votre compte Twitter, je suis désolée, mais c'est un signal politique qui est quand même relativement grave. On lui demande des excuses et il refuse des excuses et il dit je retirerai mon tweet quand vous retirez votre réforme. Bon, et puis il y a eu l'affaire Quatennens, dans lequel on a vu des députés de l'AFI se rapprocher de Quatennens quand il a été question que Quatennens prenne la parole, c'est-à-dire avant même que le chahut commence, les députés FI se sont venus en renfort de mettre 2 femmes de part et d'autre de Quatennens pour venir en renfort devant ce qui n'était quand même pas une nécessité que Quatennens prenne la parole. Il y a beaucoup d'autres gens qui étaient capables de défendre l'idée qu'il fallait pas supprimer les régimes spéciaux. Il a voulu prendre la parole et ils ont et c'est le mode on y va, on rentre dedans, on ne s'excuse de rien et on va à la provoque. Bon, moi je trouve ça super dommage parce que véritablement, d'abord, on parle de ça.
deux, ça divise la NUPES, mais gravement. Et trois, mais en aucune façon, la France ne peut vouloir se retrouver représentée par une force politique euh, enfin, Qui fout le bordel. qui agit là. Foutre le bordel, c'est pas ça, mais là, c'est plus grave. Violent. Là, c'est plus grave que foutre le bordel. C'est plus Mmh. grave. Là, en effet, c'est violent, c'est clivant, c'est provocateur, c'est anti-républicain. Moi, je trouve ça va pas du tout, du tout, du tout, quoi. Mais moi, ça me fait un peu penser à ce qui s'est passé à la fin des années 60 avec, je sais pas, une partie de la gauche maoïste, la gauche prolétarienne, etc. Moi, Tu sais, j'étais pas à qui l'Assemblée. gueulait. Non, et justement, c'était la gauche extra-parlementaire, tout à Oui. fait, mais qui gueulait pour un œil les deux yeux, pour une dent toute la gueule. Tu vois, c'est-à-dire des provocations très très fortes. Ça a été même, je parlais à Roger Martelly, donc qui est notre historien maison. Notamment du Parti communiste, et qui me disait en 52, les communistes ont essayé de faire ça dans les manifestations. Oui, C'est-à-dire quand il y a eu la venue de Ridgway à Paris. Exactement, on exactement. en parle encore. Hein, exactement. 60 ans après, ou je sais pas Et ils ont musclé, 70 ans après, c'est encore une galère. Exactement. Ils ont musclé les slogans, ils ont muscllé le rapport de force, notamment avec les forces de l'ordre à l'époque. Ils ont musclé les porte-drapeaux. Exactement. Hein, c'était des manches de pioche. Exactement. Et donc pour faire peur, avec une logique vraiment de faire peur en fait au pouvoir en place. Et ce que m'a dit Roger, c'est que ça a pas fait long feu. Enfin, c'est-à-dire que vraiment ça a pas duré longtemps, et parce qu'ils ont dit ouh là là là, en fait cette stratégie nous mène droit dans le mur. C'est-à-dire la marginalité. Exactement. Enfin, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est insensé, quoi. On n'a pas une situation sociale pour la gauche qui est aussi elle n'est pas simple. Il y a des différences au sein de la gauche, on se l'est déjà dit, mais enfin, on a quand même des gens qui se battent et qui peuvent gagner pour défendre un acquis social fondamental qui relève du temps de la vie, de la liberté, du bonheur. Enfin voilà, et des gens se battent et eux, ils font ça, mais ça va pas, non. Non, ça va pas du tout. Et alors, moi, je voudrais dire, pour renforcer l'idée selon laquelle ce serait pas juste une colère ou, enfin, déjà. C'est pas pour aller. Attends. Quand on a quatre d'un coup, hein, c'est bon, quoi. Il y a le fait que après on en pense ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'il y a une colère qui est aussi sourde dans la société, dont les députés insoumis se veulent en gros l'issue, et en fait ils se veulent homogènes en fait avec un peuple en colère, et c'est leur lecture en fait de la France. Eux, ce que pensent les députés insoumis, et peut-être Jean-Luc Mélenchon aussi, c'est que la France est en colère, donc eux, lorsqu'ils prennent la parole dans les médias, lorsqu'ils prennent la parole publiquement à l'Assemblée nationale, ils doivent être en colère pour être homogènes avec ce peuple. On peut discuter de cette assertion et de savoir si vraiment des représentants politiques doivent être aussi en colère que le peuple, et si finalement les Français et les Françaises sont si en colère que ça, si le mot colère est le mot juste pour désigner leur état. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une stratégie, à mon avis, qui a été pensée il y a longtemps. Moi, j'avais fait une interview d'Aurélie Trouvé au mois de décembre dernier, et Aurélie Trouvé, ou même au mois de novembre, je crois que c'était fin novembre, et on parlait déjà de la mobilisation pour les retraites, et Aurélie Trouvé avait utilisé ce mot qui m'avait semblé très étonnant dans la bouche d'une parlementaire. Elle m'avait dit, mais là, ce qu'il faut, c'est le climat est insurrectionnel. C'est-à-dire qu'elle utilisait le mot d'insurrection pour qualifier ce qu'elle imaginait être la lutte contre la réforme des retraites. Et je pense que c'est ça aussi leur état d'esprit aujourd'hui. C'est pour ça que tu as raison de me dire que le mot bordel n'est pas le bon. C'est un climat insurrectionnel. La question, c'est est-ce que vraiment, effectivement, on a besoin d'un climat insurrectionnel à ce moment-là? Et j'en terminerai là-dessus, c'est mon troisième point, c'est que pour l'instant, en fait, entre, on va dire, le 15 janvier, où il y a eu les premières manifestations organisées par les syndicats, jusque à mardi, où ça a commencé à l'Assemblée nationale, c'était les syndicats, en fait, qui menaient le jeu. C'est les syndicats qui prenaient la parole. On voyait les syndicats dans les médias, etc. Et à ce moment-là, effectivement, le discours était cadré. D'abord parce que c'est les deux principales confédérations, la CGT et la CFDT,
et puis avec Sud, CGPME, etc., enfin, qui prenaient aussi, les autres qui prenaient la parole aussi. Mais eux, leur discours est très cadré et encadrant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que eux, justement, la recherche, c'était justement que ça ne déborde pas. Et d'ailleurs, tout le monde a noté que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu des manifestations aussi pacifiques, où on voyait aussi peu les forces de l'ordre. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on a changé à Paris le préfet de police, mais il s'avère que on a l'impression que ça se passe bien et que c'est bien encadré, que tout est bien organisé, etc. Là, tout d'un coup, en fait, depuis mardi, paf, les parlementaires arrivent. Et notamment, les parlementaires avec une importante opposition faite par les insoumis. Et que c'est eux qui reprennent tout d'un coup le dessus par rapport au syndical, puisque là, ce qui est filmé, c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et c'est là que leur stratégie qui avait été pensée bien en amont, ben, ils peuvent la mettre en route, etc. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'on va ça va droit dans le mur parce que déjà, ça va énerver les autres de la Nupes qui se sont déjà prononcés. Hein. Je veux dire, les socialistes, les écologistes, les communistes, ils râlent de ce qu'a fait Thomas Porte. Avec son ballon. Avec le ballon d'Olivier Dussopt. Ouais. Il y en a qui sont sortis quand Quatennens a parlé, exactement. C'est pas sur le même ordre. On n'est pas exactement, bien. c'est pas le même ordre. Mais c'est vrai que là, il y a une stratégie de tension extrême à l'Assemblée nationale qui est proposée, qui met en tension, en fait, les alliés d'un même groupe et d'une même opposition, ce qui est très problématique. Par ailleurs, on peut pas dire que l'AFI soit homogène. En plus, C'est-à-dire bien que sûr. François Ruffin s'exprimait très clairement contre cette stratégie. De deux points de vue, il a dit qu'il fallait arrêter d'être dans la bordélisation. Il a fait une intervention à l'Assemblée qui était empreinte de témoignages, d'émotions. Un peu aussi d'ailleurs, Rachel Keke a fait une très belle intervention où elle a témoigné, elle a porté dans l'Assemblée la vie de ces hommes et de ces femmes qui souffrent au travail et qui peuvent pas continuer. François Ruffin l'a dit d'une autre manière dans un discours un peu plus long à la tribune de l'Assemblée, mais enfin, je veux dire, absolument pas dans la provocation. Ils ont été tous les deux. Vous faites pitié. C'est vrai que vous te faites pitié, j'ai trouvé ça trop. Ouais, moi, vous faites pitié, j'ai trouvé ça trop. Mais disons que c'était un discours qui n'était pas outrancier. Voilà. Et l'autre chose qui est quand même importante, c'est que, par exemple, François Ruffin, qui est normalement, avec Rachel Keke, le chef de file de la France Insoumise sur le dossier des retraites, s'est prononcé pour que on aille jusqu'au vote de l'article 7. Jusqu'à l'étude de l'article 7. Voilà, l'article 7 qui est donc l'article qui porte de 62 à 64 ans. Et hier soir, c'était assez intéressant de voir que la question a été posée à Jean-Luc Mélenchon dans l'émission et que Jean-Luc Mélenchon, après avoir contourné le sujet, a dit non. A dit il ne faut pas retirer les amendements et nous ne laisserons passer aucun, on ne va pas accepter de retirer des amendements pour faire voter les articles précédents de façon à aller à l'article 7 et donc il a développé, il a justifié le maintien de la stratégie qui est une stratégie de jouer beaucoup d'amendements pour empêcher le débat d'avancer en disant en gros la responsabilité de tout ça c'est Emmanuel Macron, c'est eux qui ont pris la décision de limiter le temps de débat et que donc on n'ira pas jusqu'à l'article 7 très probablement, mais la responsabilité ne nous en incombe pas, elle en incombe au gouvernement. Alors qu'il y a une partie de la gauche, des syndicats et de personnes comme François Ruffin qui eux disent il faut qu'on aille jusqu'à l'article 7. Pourquoi il faut qu'on aille jusqu'à l'article 7 ? Parce qu'il faut que ça se voit. Il faut qu'on vote et qu'on voit qui dans l'Assemblée a voté pour la retraite à 64 ans. Évidemment, dans cette réforme, il y a beaucoup d'autres choses qui sont totalement dégueulasses. Beaucoup d'autres points, mais le point qui a cristallisé et qui permet à tout le monde de se reconnaître et de s'unifier dans le combat, c'est ce point-là. Et donc, Ruffin plaide pour qu'on vote sur ce point et que les gens votent nominativement, et ce qui risque de ne pas se passer. Donc là, c'est un débat, moi je trouve que c'est un débat stratégique de tactique à l'Assemblée qui est assez complexe. Ce qui m'a étonné, c'est que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui l'arbitre, alors qu'il est... Ça t'a étonné ? Non, la vérité c'est non. Mais je croyais qu'il était président de la Boétie.
Et en fait, il est pas président de la Boétie. Enfin, il est aussi. Oui, mais enfin, il est toujours le chef de la France insoumise. Hier, c'était d'ailleurs à ce titre-là qu'il était interrogé et qu'il répondait. Oui, très clairement. Donc, il n'est pas à l'Assemblée, mais c'est quand même lui qui décide, quoi. Moi, j'aimerais juste un petit point, parce que tout à l'heure, on l'a un peu évacué, mais c'est parce que je sais que ça a choqué quand même beaucoup de gens, à commencer par moi, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. D'abord, l'allocution d'Adrien Quatennens, mais ça, t'en as un peu parlé avec les députés de la France Insoumise qui se lèvent pour l'applaudir, les quelques députés de la France Insoumise qui se lèvent pour l'applaudir, exactement, loin d'être tous. Et d'autre part... Avant qu'il parle, hein, c'est-à-dire ils ne l'applaudissent pas pour ce qu'il a dit, mais ils l'applaudissent en soutien. Exactement. Alors c'est en soutien face à la bronca. Bien sûr, parce que les autres tapent leur... du RN, là, pas du RN de la République en marche. La République en marche, mais c'était, enfin en même temps, c'était anticipé. C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés, elles étaient là avant que la bronca commence. Et donc hier, Jean-Luc Mélenchon est revenu dessus. C'était d'ailleurs assez long. Hein. Il y a consacré au moins, je sais pas, un peu moins d'une dizaine de minutes pour, en gros, défendre son camarade, défendre Adrien Quatennens sans. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est pas qu'il le défende, parce qu'en plus, il a dit des choses que je peux comprendre. Il a dit, c'est mon camarade, c'est normal que je m'énerve, parce que en gros, parce que je l'aime et parce que j'ai foi en lui, etc. Et ça, je comprends. Il dit, j'ai la chair de poule quand je vous parle et c'est pour ça que je crie. Ça, je comprends. Mais le fait que alors que c'est si important, la question des violences sexistes et sexuelles, alors que le féminisme aujourd'hui dans notre société est un fait politique qui est devenu si central. Je rappelle que les femmes, c'est quand même 50% de la population française et mondiale, enfin voire un peu plus. Exactement. Et que ça fait partie aujourd'hui de l'identité de la gauche et qu'on ne peut pas le renier. Et le fait que Jean-Luc Mélenchon, quand on lui parle d'Adrien Quatennens, n'arrive pas en fait à se détacher de sa camaraderie et de son amitié et de son amour pour Adrien Quatennens pour parler du féminisme, et qui disent même, à un moment il dit je ne me laisserai pas abattre par les opinions fugaces. Moi j'ai compris ce qu'il appelle opinion fugace, c'est le féminisme, c'est le mouvement MeToo. Et en fait ce n'est pas possible qu'un responsable politique de la hauteur de Jean-Luc Mélenchon en fait n'arrive pas à comprendre que aujourd'hui le féminisme qu'on le veuille ou non, en fait, qu'il le veuille ou non, il peut le déplorer tout ce qu'il veut, mais est une partie centrale, mais parmi d'autres, hein, de ce que c'est que la gauche. Et le deuxième point, c'est que il a transformé Adrien Quatennens en victime d'humiliation permanente. Il a même parlé de son potentiel suicide, qu'il a dit, mais vous allez le tuer. Il a dit ça aux journalistes, vous allez le tuer, vous voulez le tuer. Il a parlé de ça, c'est-à-dire que voilà, Adrien Quatennens était devenu une victime, et je ne doute pas que la situation soit excessivement compliquée, nonobstant le fait que il a été condamné pour violence conjugale, hein, pour violence conjugale à 4 mois et demi de prison avec sursis. Je n'en doute pas que ça doit être compliqué pour Adrien Quatennens, mais le transformer uniquement en victime, oublier qu'il a été agresseur, et surtout oublier la victime de départ, qui est Céline Quatennens, qui est son ex-compagne, c'est une faute politique. Et je ne vois pas comment, en fait, dans la société telle qu'elle est en 2023, dans la gauche de 2023, voire dans le mouvement insoumis en 2023, comment on se relève de ça. Comment est-ce que les insoumis et les insoumises que je connais peuvent pardonner en fait cette faute politique à ce qui reste, comme on l'a dit tout à l'heure, leur leader? Non, mais d'abord ça clive profondément, et alors ça clive maintenant, ça devient un problème parce qu'ils s'en remettent pas de cette affaire et de l'affaire Quatennens qui se renouvelle avec l'affaire démocratique. C'est-à-dire qu'en fait c'est Jean-Luc Mélenchon qui décide et qui impose. C'est-à-dire que si vous voulez en être, si vous voulez faire partie de la coterie Mélenchon, il faut soutenir Adrien Quatennens. C'est-à-dire que maintenant, ça devient une ligne de partage à l'intérieur de l'AFI. Et c'est une ligne de partage pour deux choses. C'est-à-dire que c'est la fidélité au chef et le courage d'aller à contre-courant, qui a toujours été un signe très important pour Mélenchon. On en avait déjà parlé dans un précédent débrief. C'est-à-dire le fait de tenir tête, de ne pas baisser le regard et de défendre une opinion, même si elle n'est pas comprise, c'est-à-dire comme si la politique n'avait rien à voir avec sa réception. Donc ça, c'est pour ces deux raisons-là, il exige et il attend
du soutien et ça devient un élément de fracture et je ne sais pas comment le groupe de la France Insoumise va se remettre de cette situation. Ce que je voulais dire aussi sur l'interview de Mélenchon, d'abord c'est que la colère est mauvaise conseillère parce que là vraiment il est tellement en colère et tellement débordé par ses émotions qu'en effet il a été incapable de tenir un discours articulé un peu correct. Ceci étant, ce qu'il a dit en disant qu'on ne peut pas empêcher un député de s'exprimer, moi j'étais d'accord. C'est-à-dire que moi j'ai été très choquée de la bronca qui a été faite quand Adrien Quatennens a pris la parole. C'est-à-dire que Adrien Quatennens n'est pas inéligible, il est député, il peut s'exprimer. Ceci étant, ce que je pense c'est que, et ça renvoie à la question de la politique, en droit il peut, et les autres députés n'ont pas à dire ça. C'est-à-dire quand on demande à Thomas Porte de s'excuser pour un pied sur la tête du ballon, moi j'estime qu'on n'a pas de la même manière, on n'a pas à empêcher Adrien Quatennens à s'exprimer. Ceci étant, en politique, ils auraient quand même pu comprendre qu'il ne fallait pas faire ça. C'est-à-dire que Adrien Quatennens ne peut pas s'exprimer en ce moment. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement parce que les députés de la République En Marche vont appuyer sur leur pupitre. C'est que ça choque beaucoup de monde. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'Adrien Quatennens, il faut qu'il fasse profil bas. Il peut venir à l'Assemblée nationale, il peut siéger. Il n'est pas obligé de se lever pour prendre la parole, pour défendre... voilà. Mais à part ça, dernière chose, c'est que moi, j'ai eu un choc quand j'ai vu le visage de Quatennens. Hein. C'est-à-dire que réellement, je me suis dit, ce type est au bord du suicide. Tu vois, je n'avais pas entendu la phrase de Mélenchon et je me suis dit, donc, s'il est au bord du suicide, quand on est son ami, on lui dit tu restes calme, tu t'exposes pas. C'est-à-dire que le conseil que l'on devrait faire à Adrien Quatennens, c'est pas le moment d'y aller. Quoi. Mais hélas, pour l'instant, je suis désolé Catherine, mais il fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Ben oui, et je renvoie... il est conseillé. Hein, mais, bah oui, je sais, mais je renvoie à son grande interview sur BFM. Enfin, il n'y avait rien qu'à l'EF. Et donc, sauf qu'il est conseillé. Il est conseillé pas par une boîte de com. Hein. Il est conseillé par les très proches, très proches, voire par Jean-Luc Mélenchon lui-même. Donc, je regrette, mais Mélenchon et ses proches feraient mieux de dire à Quatennens de prendre de l'air, prendre de la distance et d'attendre que le temps passe. Moi, je pense que Quatennens, sa vie n'est pas terminée. Je pense que voilà. Mais pour l'instant, ce qu'il a fait est inacceptable sur le plan politique et donc il ne peut pas s'exprimer comme député à l'Assemblée nationale pour le moment. Et d'ailleurs, petit message, j'aimerais bien savoir où ça en est de son stage. Parce que genre, il y avait dans la sanction, entre guillemets, qui avait été prise par le groupe de la France Insoumise, c'était 4 mois de suspension du groupe. Donc, c'est, je crois... 9 avril. Voilà, le 9 avril qu'il aura le droit, qui sera réintégré dans le groupe. Là, bonjour les débats, à mon avis, au sein de la France Insoumise, ça va être très sympa. Et puis, la deuxième chose, c'est que donc il y avait ces 4 mois, et puis il y avait aussi un stage qu'il devait faire. Donc, on connaissait pas la nature, mais c'était dans le truc. Donc, j'aimerais bien savoir s'il a fait ce stage. Qu'est-ce que c'est ce stage? Qu'est-ce qu'on lui a appris? Est-ce que on lui a dit, bah, va reprendre la parole dans l'Assemblée nationale, va faire l'interview à BFM TV? Non, mais c'est important parce que on met beaucoup de choses on parle de réhabilitation et là, dans ce qui avait été proposé par les députés insoumis, par le groupe insoumis, c'était la réhabilitation passait par ce stage. C'était important. C'est pas de la réhabilitation, mais c'est de la connerie. Il n'y a pas de réhabilitation. Adrien Quatennens a été condamné de 4 mois de prison avec sursis. La réhabilitation, c'est un mot impropre. Le capitaine Dreyfus a été réhabilité parce qu'il a été condamné et la justice est revenue en arrière. Non, là, ce n'est pas ça. C'est que, d'abord, les 4 mois, ça ne veut pas dire qu'au bout de 4 mois, ça se termine. C'est-à-dire que, sa condamnation, elle est pendante. Je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas... Ah oui, les 4 mois avec sursis, de prison avec sursis, bien sûr, tu as tout à fait raison. Ce n'est pas il n'y a pas, au bout de 4 mois et demi, 4 mois, ça y est, c'est terminé, il n'a pas purgé sa peine, ça c'est la première chose. Et surtout, c'est que Mélenchon aussi a employé ce terme, tout le monde a droit à la réhabilitation. Non, tout le monde a droit à la réinsertion. Ça, c'est totalement différent. Quatennens n'est pas marqué du fer rouge jusqu'à la fin de ses jours. Mais la réhabilitation est un mot impropre. Il est lié aux gens qui ont été condamnés, que la justice dit on a fait une erreur, on le réhabilite. Quatennens n'est pas réhabilité. Et il ne le sera pas. Dreyfus a été réhabilité. Il n'y en a pas tant que ça. Omar Haddad n'a pas été réhabilité. Alors que c'est quand même une énorme injustice qui lui a été faite. Donc non, c'est un terme qui n'est pas juste. Bon, eh bien, sur ces bons mots, on vous souhaite quand même une bonne manif parce que cette vidéo va sortir
quand même, le jour de la grande Ouais, manif. ah ouais, là, mais il va y avoir du monde, hein. Bah, j'espère qu'il Non, va y non, avoir du moi, monde, je un peu suis mon sûre. neveu, enfin. Ah non. Bah, c'est très bien si tu penses, si t'es sûr, si t'es Ah, moi, j'en sûr. suis sûre. Moi, genre, Ah oui, oui, oui. je fais toujours gaffe aux prédictions Non, de non, ce mais genre, oui, tu oui, vois. si, moi, j'en suis absolument certaine que ça sera une des plus Parce que là, on grosses est vendredi soir, ça se manifestations. trouve, demain, il pleut, donc Ah bon? j'en sais rien, moi, Non. je sais pas ce qui peut se passer, je sais pas ce qu'ils peuvent Mais imaginer au même s'il gouvernement faire pleut, pleuvoir. même s'il Bon, pleut. et ben alors, tous À dans la demain. rue. Ciao. Ciao.